Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force de tes mains, ni dans l'apparence que tu projettes, mais dans les mots que tu choisis et comment tu les utilises. Une seule phrase peut ouvrir des portes que l'argent ou le statut ne pourraient jamais atteindre. Une expression dite avec authenticité peut abattre des défenses, générer de l'attraction, éveiller le respect ou marquer l'influence de manière silencieuse mais percutante. C'est ce que beaucoup ignorent, que le langage est une arme à double tranchant, capable de construire des empires émotionnels ou de te réduire à l'oubli en quelques secondes. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de théories vides ni de conseils superficiels. Nous allons entrer dans l'essentiel, dans ces expressions qui, utilisées au bon moment, changent complètement la dynamique de toute relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociale ou même dans le domaine de la séduction. Parce que tandis que la majorité gaspille sa voix en paroles creuses, toi, tu apprendras à maîtriser des phrases qui sont des clés, qui sont des déclencheurs, qui sont le pont vers la connexion réelle. Le stoïcisme le comprenait bien. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais d'utiliser la parole comme outil de vertu, avec clarté et but. Marc Aurèle nous rappelait que l'esprit donne forme à la vie. Je te dis que ton langage donne forme à tes relations. C'est pourquoi ce que tu découvriras ici n'est pas une simple liste de phrases, mais la façon de les utiliser comme des armes de persuasion et surtout comme un reflet de ton authenticité. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer 8 expressions qui non seulement transforment la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu comprends ton propre pouvoir de communication. 1. Je te comprends. La clé de la connexion. Un mur ne s'effondre pas sous les coups de force, mais avec la fissure précise qui l'affaiblit de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Peu importe les défenses que quelqu'un peut ériger, peu importe les masques qu'il utilise pour cacher ce qu'il ressent, il y a une phrase qui pénètre comme de l'eau dans la roche et ouvre un espace de confiance qui semblait impossible. Cette phrase est simple mais puissante. Je te comprends. Ce n'est pas un ornement, ce n'est pas une courtoisie, c'est une déclaration qui touche la fibre la plus intime de toute personne, car nous aspirons tous à être compris. Quand tu dis « je te comprends » avec authenticité, tu n'affirmes pas que tu partages la même histoire, ni que tu as vécu les mêmes batailles, mais que tu reconnais l'émotion qui se cache derrière ce que l'autre exprime. C'est ce dont l'âme a besoin. Validation. La psychologie l'explique clairement, l'être humain cherche à être vu, reconnu et entendu. Il n'y a pas de plus grand soulagement que de sentir que quelqu'un a capté l'essence de ce que nous portons. En prononçant ces mots, tu n'offres pas une solution, tu offres quelque chose de plus précieux, la compagnie au milieu du poids émotionnel. Le stoïcisme le soulignait également d'un autre point de vue. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, mais nous pouvons décider comment répondre. Et l'une des réponses les plus sages est la compréhension. Tu ne discutes pas, tu n'imposes pas, tu n'essaies pas de changer quoi que ce soit. Tu te places sur le terrain de l'autre et tu reconnais son humanité. Ce geste, loin de te rendre faible, te donne un pouvoir silencieux. Celui de générer confiance, attirance et respect sans forcer quoi que ce soit. Dans la vie quotidienne, je te comprends est plus qu'une phrase, c'est un pont. Sur le plan personnel, cela peut arrêter une dispute avec ton partenaire et la transformer en un moment de proximité. Sur le plan social, cela peut faire que quelqu'un qui se sentait isolé se rapproche davantage de toi. Sur le plan professionnel, cela peut faire de toi un leader digne de suivre, car tu ne donnes pas seulement des ordres, tu te connectes avec les émotions de ton équipe. Même dans le domaine de la séduction, cette expression désarme toute barrière, car elle montre que tu ne cherches pas à impressionner avec arrogance, mais à te connecter avec sensibilité et fermeté. L'erreur est de l'utiliser comme une formule vide, car elle perd sa force. Le pouvoir de cette expression réside dans le ton, dans le regard, dans le silence qui l'accompagne. Si tu dis « je te comprends » tout en regardant ton téléphone ou alors que ton esprit est ailleurs, la phrase devient une insulte déguisée. Mais si tu le dis avec attention, avec calme, avec la présence totale de quelqu'un qui est vraiment là,
Ce que tu offres ne sont pas seulement 2 mots, mais une étreinte invisible qui touche l'âme. Celui qui sait utiliser cette clé ouvre des portes que les autres ne voient même pas. Parce que la plupart répondent par des jugements, des comparaisons ou des phrases comme ça passera. Mais toi, avec un simple « je te comprends », tu montres que tu es à un niveau différent. Un niveau où tu n'essaies pas de minimiser ou de rivaliser avec la douleur ou la joie de l'autre, mais de l'accompagner. Et cet acte, bien qu'il semble petit, devient l'une des formes les plus pures d'influence. Dans un monde saturé de bruit, où tout le monde parle pour être entendu, être la voix qui dit « je te comprends », c'est être l'oasis au milieu du désert. C'est prouver que la véritable connexion ne vient pas d'avoir toutes les réponses, mais d'offrir la certitude que personne n'a apporté seul son histoire. Et quand tu réussis à faire sentir cela à quelqu'un avec toi, tu n'es plus un simple connaissant, tu deviens quelqu'un d'impossible à oublier. 2. Cela a du sens. Le reflet qui attire. Le regard trouve dans le miroir quelque chose de plus qu'une simple image. Il trouve une validation. Il n'invente rien. Il ne maquille pas la vérité. Il reflète simplement ce qui est devant lui. Et cet acte, en apparence si simple, est ce que nous cherchons tous au fond. Sentir que ce que nous sommes ou ce que nous pensons a une place dans la réalité. Dire « cela a du sens » remplit exactement ce rôle, car il agit comme un reflet émotionnel qui confirme la logique, l'émotion ou la vision de l'autre. Ce n'est ni soumission, ni conformisme, c'est affinité. Lorsque vous prononcez ces mots avec conviction, l'esprit de celui qui vous écoute ressent un soulagement. La psychologie enseigne que la validation réduit la tension et génère de l'ouverture, car l'être humain a besoin de savoir que ses pensées ne tombent pas dans le vide. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout, mais de reconnaître que ce qui est exprimé est cohérent du point de vue de celui qui le vit. Cette simple acceptation ouvre des portes qui autrement resteraient fermées. Les stoïciens avaient déjà une intuition similaire. Épictète enseignait que résister à ce qu'on ne peut changer est une perte d'énergie et accepter la nature des choses est un signe de sagesse. En disant « cela a du sens », vous n'acceptez pas seulement la vision de l'autre, vous reconnaissez aussi son humanité. Ce geste désarme la confrontation, car vous ne luttez pas contre l'ego de l'autre, mais vous le calmez. Et dans un monde où tout le monde se bat pour imposer sa raison, celui qui sait valider devient quelqu'un de magnétique. Le pouvoir de cette expression se fait sentir dans tous les domaines. Sur le plan personnel, elle peut transformer une discussion en un rapprochement inattendu, car l'autre cesse de se sentir attaqué et commence à se sentir écouté. Sur le plan social, elle transforme une conversation superficielle en une conversation profonde, où la confiance coule naturellement. Sur le plan professionnel, elle augmente votre crédibilité, car un leader qui reconnaît la valeur des idées des autres inspire plus que celui qui essaie de prouver qu'il sait toujours plus. Même en matière de séduction, cela a du sens, attire, car il montre une ouverture, une sensibilité et une capacité d'écoute que peu de gens pratiquent. Cependant, la clé est de ne pas la vider de son contenu. Dire « cela a du sens » comme une béquille répétée sans présence tue sa force. L'essentiel est le ton, la pose, le regard qui accompagne. Lorsque vous le dites consciemment, après avoir traité ce que l'autre partage, votre validation devient un pont invisible qui rapproche. Lorsque vous le dites sans réfléchir, avec froideur ou distraction, il devient une insulte déguisée. L'ego humain cherche toujours une confirmation, et cette phrase la donne sans tomber dans la flatterie bon marché. C'est une reconnaissance qui ne promet pas l'obéissance, mais le respect. Cela en fait un reflet puissant qui attire, car nous avons tous besoin de sentir que ce que nous ressentons ou pensons n'est pas absurde. L'affinité naît là, dans cette petite étincelle de reconnaissance qui ouvre la porte à la confiance. Sénèque affirmait qu'aucun esprit n'est aussi fort que celui qui sait harmoniser avec un autre. Cette harmonie ne signifie pas perdre son identité, mais trouver des points communs au milieu des différences.
C'est exactement ce que représente « cela a du sens ». Cela n'implique pas un accord total. Cela implique « je comprends ta logique, je reconnais ta perspective ». Cette nuance fait la différence entre un lien superficiel et un lien profond. Dans la vie quotidienne, ceux qui savent utiliser ces mots deviennent mémorables. Ce sont ceux qui font que les gens parlent avec eux sans regarder le temps, car chaque phrase reçue avec un « cela a du sens » devient une invitation à continuer à partager. 3. Tu as raison. Le pouvoir de céder. Un nœud se serre davantage lorsque tu tires fort dessus, mais commence à se desserrer lorsque tu relâches la tension. C'est ainsi que fonctionne l'ego humain. Plus tu l'attaques, plus il se défend, et plus tu le valides, plus il s'ouvre. Dire « tu as raison » est ce geste qui desserre le nœud invisible de la confrontation. Ce n'est ni une reddition ni une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans sa forme la plus pratique. Car choisir de valider ce qui est correct chez l'autre renforce la relation au lieu de l'épuiser dans une lutte inutile. L'orgueil a ruiné plus de liens que la distance, car la plupart croient que céder équivaut à perdre. Cependant, la réalité est autre. Celui qui sait quand reconnaître la raison de l'autre gagne du respect, de la crédibilité et de la confiance. La psychologie montre que l'acceptation des réussites d'autrui active un effet de réciprocité. L'autre personne ressent le besoin de te rendre cette même ouverture. Il ne s'agit pas d'annuler ton point de vue, mais de faire un pas de côté pour reconnaître la valeur de l'argument contraire. Le stoïcisme soutient cette vision avec clarté. Marc Aurèle rappelait que la vérité ne nuit pas à celui qui l'accepte, seulement à celui qui s'obstine à la nier. Reconnaître que quelqu'un d'autre a raison est un acte de vertu, car il montre que tu cherches la vérité au-dessus de ta vanité. Épictète disait aussi que la sagesse commence quand tu apprends à écouter et à voir avec humilité. C'est exactement ce qui se passe avec « tu as raison ». Tu places la vérité au centre, pas ton orgueil. Et cette action, loin de te rendre petit, te rend plus grand aux yeux des autres. Dans la vie personnelle, cette expression est capable de désarmer une dispute de couple et de la transformer en réconciliation. Un simple « tu as raison » sincère suffit pour éteindre le feu de l'orgueil et ouvrir la porte à la tranquillité. Dans le domaine social, elle génère un effet de sympathie immédiate, car celui qui entend cette validation sent qu'il est face à quelqu'un de juste, qui reconnaît sans peur. Dans le domaine professionnel, elle transforme un leader en référent, car elle démontre qu'il n'a pas peur d'accepter quand un autre apporte quelque chose de mieux. Même dans la séduction, la phrase ouvre un espace de complicité, car en cédant sans drame, tu révèles de la sécurité et non une dépendance de ton ego. Le danger est de l'utiliser de manière fausse. Si tu dis « tu as raison » pour t'en sortir ou pour éviter un conflit, l'autre personne le remarquera, et au lieu de confiance, tu généreras du mépris. Le pouvoir de ces mots réside dans la sincérité, dans le fait que tu identifies vraiment le point correct de l'autre et que tu le reconnaisses. Cette transparence multiplie la force du message. Il ne s'agit pas de toujours donner raison, mais de reconnaître quand ils l'ont et de ne pas craindre de le dire à voix haute. L'ego a peur de céder parce qu'il l'interprète comme une défaite, mais en réalité, c'est un investissement dans la relation. Lorsque tu valides l'autre, tu crées un terrain de confiance où plus tard, ta propre voix sera entendue avec une plus grande ouverture. C'est un mouvement stratégique, pas un sacrifice. En fait, peu de choses attirent plus que la sécurité de quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner toutes les discussions pour se sentir fort. Sénèque l'aurait résumé en disant qu'on ne perd rien à accepter la vérité, car la vérité n'est jamais la propriété d'un seul. Dire « tu as raison », c'est embrasser ce principe, c'est lâcher le besoin infantile d'avoir toujours le dernier mot et le remplacer par la maturité de construire des ponts au lieu de murs. Cette attitude, dans n'importe quel contexte, fait d'une personne quelqu'un de fiable, d'influent et de mémorable. Au final, les liens ne se renforcent pas avec des victoires verbales, ils se renforcent avec le respect. Et le respect naît de la reconnaissance mutuelle. 4. Je t'écoute. La présence totale.
La plupart des gens vivent comme s'ils portaient des écouteurs invisibles, n'entendant que ce qui confirme leurs idées et filtrant le reste. C'est pourquoi, quand quelqu'un dit « je t'écoute avec authenticité », quelque chose d'extraordinaire se produit, le bruit s'arrête et la personne en face sent, peut-être pour la première fois depuis longtemps, qu'elle compte vraiment. Nous ne parlons pas d'entendre des sons, mais d'être présent avec tout le corps, avec le regard, avec une attention complète. Cette phrase, accompagnée de silence et d'un intérêt sincère, est un cadeau dans un monde où tout le monde parle et presque personne n'écoute. Dire « je t'écoute » est un acte de pouvoir, même si beaucoup ont du mal à le comprendre. La psychologie démontre que les personnes qui se sentent écoutées ressentent une augmentation immédiate de la confiance et de la proximité. En revanche, celui qui se sent ignoré érige des murs de méfiance que 1000 mots ne parviennent pas à abattre. Lorsque vous offrez une écoute active, vous ne validez pas seulement ce que l'autre exprime, vous communiquez aussi du respect. Le stoïcisme considérait l'écoute comme une discipline d'autocontrôle. Épictète enseignait qu'avant de répondre, il fallait comprendre, car réagir sans écouter, c'est tomber sous l'emprise de l'impulsivité. Dire « je t'écoute » et le faire implique une maîtrise de soi, car tu tais ton besoin de parler pour donner de l'espace à l'autre. C'est de l'humilité pratique, pas théorique. Et ce geste, bien qu'il semble petit, a un impact gigantesque sur tout type de relation. Dans la vie personnelle, un « je t'écoute » peut sauver un lien. Il peut transformer une plainte en une opportunité de compréhension. Il peut éteindre la tension dans un conflit et ouvrir la porte à la réconciliation. Socialement, cela fait que les gens se rapprochent de toi parce qu'ils découvrent que tu es différent dans une mer de voix qui ne veulent que s'imposer. Professionnellement, cela fait de toi un véritable leader, car l'équipe sent que tu ne travailles pas seulement avec eux, mais que tu les considères. Et dans le domaine de la séduction, peu de choses sont aussi irrésistibles qu'une personne qui ne cherche pas à briller par des monologues, mais qui brille en donnant de l'espace pour que l'autre s'exprime sans peur. Le problème est que beaucoup disent « je t'écoute » tout en pensant à quoi répondre, et cette fausseté se perçoit. La véritable force de ces mots réside dans la cohérence. Si ton regard se distrait, si ton corps transmet de l'impatience, la phrase perd toute sa valeur. Mais si tu l'accompagnes de silence, d'une attention pleine et de l'intérêt de quelqu'un qui veut vraiment comprendre, ce que tu donnes n'est pas seulement de l'écoute, c'est un refuge. Et un refuge est quelque chose que nous cherchons tous, même si nous ne le disons pas. Sénèque disait que 2 oreilles et une bouche sont une proportion juste pour nous rappeler que nous devons écouter plus que nous ne parlons. Ce rappel semble évident, mais peu de gens l'appliquent. Celui qui sait écouter avec présence se distingue immédiatement car il offre ce qui est rare. Et ce qui est rare devient toujours précieux. C'est pourquoi un « je t'écoute » sincère devient un aimant. Dans la vie quotidienne, la plupart des gens cherchent à impressionner avec des phrases accrocheuses, mais les véritables influenceurs savent que la clé est dans l'écoute. Dire « je t'écoute », c'est déclarer que le moment n'est pas rempli de toi, mais ouvert à l'autre. C'est la façon la plus simple et en même temps la plus puissante de construire le respect, la confiance et l'attraction. Au final, nous nous souvenons tous de ceux qui nous ont fait nous sentir écoutés. Nous oublions facilement ceux qui ont parlé sans arrêt, mais nous n'oublions jamais celui qui nous a offert le silence, la présence et l'attention. Parce que dans ces 2 mots, « je t'écoute », il n'y a pas seulement de la communication, il y a de l'humanité. 5. Le silence qui conquiert. L'acier le plus affûté ne coupe pas toujours avec mouvement. Parfois, il suffit de la tranquillité de sa lame pour imposer le respect. Ainsi est le silence, une présence qui n'a pas besoin de bruit pour se faire sentir. Alors que beaucoup pensent que le pouvoir réside dans le fait de parler plus fort, d'interrompre ou de remplir chaque espace avec des mots, la réalité prouve le contraire. Le silence, utilisé intelligemment,
peut être plus séduisant, plus persuasif et plus influent que 1000 discours. Car le silence met mal à l'aise les insécurisés, apaise les sages et attire ceux qui savent lire ce qui n'est pas dit. Dans la communication humaine, le silence est un espace qui révèle plus que les mots. La psychologie le reconnaît comme une ressource qui génère de l'intrigue et oblige l'autre à prêter plus d'attention. Lorsque tu te tais au bon moment, ta présence se magnifie. Tu n'as pas besoin de trop décorer ni d'expliquer, tu laisses le vide chargé d'intention faire le travail. L'autre, conscient ou non, interprète ce silence comme de la confiance, et la confiance attire toujours. Le stoïcisme enseignait à maîtriser les émotions pour ne pas être esclave de l'impulsivité. Le silence est la pratique parfaite de ce principe. Marc Aurèle rappelait que de nombreuses discussions se dissolvent lorsqu'on choisit de ne pas réagir immédiatement. Se taire ne signifie pas faiblesse, cela signifie contrôle. Car celui qui sait quand parler et quand se taire montre qu'il maîtrise son intérieur, et cette force intérieure est visible même dans le silence. Personnellement, le silence peut sauver une relation. Face à une provocation, répondre avec calme et non avec des mots blessants évite des blessures qui seraient ensuite difficiles à guérir. Socialement, le silence génère du magnétisme. Celui qui ne parle pas tout le temps, mais qui sait se réserver, suscite de l'intrigue. Professionnellement, il montre du leadership. Le chef qui écoute en silence avant de donner son opinion transmet plus de pouvoir que celui qui parle sans cesse. En séduction, le silence est une arme mortelle. Il maintient le mystère, crée de la tension et fait que l'autre cherche à remplir cet espace avec plus d'ouverture, révélant ce qu'il ne dirait peut-être jamais s'il ne ressentait pas ce vide attentif. L'erreur est de confondre le silence avec l'indifférence. Se taire sans présence est perçu comme du désintérêt, mais se taire avec intention est perçu comme de la maîtrise. La clé réside dans les yeux, dans la posture, dans le timing juste. Si tu accompagnes le silence d'un regard ferme, d'un geste qui transmet de l'attention, l'autre ressent ta présence de manière intense. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour savoir que tu es là. La société actuelle craint le silence parce qu'elle s'est habituée au bruit constant. C'est pourquoi celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un de différent, mémorable, magnétique. Le silence bien utilisé peut être une pause stratégique dans une conversation, un moyen de générer de l'impact après une phrase puissante, ou simplement un espace où l'autre se sent libre de parler sans interruption. Sénèque a écrit qu'une grande partie de la sagesse consiste à ne pas parler inutilement. Ce rappel nous enseigne que chaque silence est une déclaration, car il communique le contrôle, la sérénité et la confiance. Et la vérité est que peu de choses conquièrent autant que le calme au milieu du bruit. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, le silence devient un luxe. Celui qui le maîtrise n'a pas besoin de chercher l'approbation, car il devient le centre naturel de la scène. Et c'est là que l'on comprend l'essence de cette expression. Le silence qui conquiert n'est pas vide. C'est une présence pure. C'est un pouvoir contenu qui attire, convainc et laisse une trace au-delà de tout mot. 6. L'authenticité qui séduit. Un masque peut briller sur une scène, mais tôt ou tard, il se fissure et laisse voir ce qui se cache réellement derrière. En revanche, l'authenticité n'a pas besoin de fioritures, car sa force réside dans le réel. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit, voir ce que vous avez fait, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis avec vous, et rien ne crée un impact plus fort que le sentiment d'être en présence de quelqu'un de véritable. L'authenticité, loin d'être une simple vertu, est un aimant qui séduit parce qu'elle transmet la sécurité, la cohérence et la confiance. La société a appris à beaucoup à se déguiser pour s'intégrer. On répète des phrases répétées, on feint des attitudes qui ne correspondent pas et on fabrique des personnalités artificielles dans l'espoir de plaire davantage. Cependant, cette stratégie est une erreur. La psychologie démontre que le cerveau humain détecte facilement les incohérences, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Lorsqu'une personne agit de manière fausse, elle suscite la méfiance.
En revanche, l'authenticité produit l'effet inverse. Elle génère une attraction immédiate, car ce qui est authentique transmet la stabilité et la vérité. Le stoïcisme le soutient depuis ses origines. Marc Aurèle écrivait que nous devions vivre selon notre nature et non selon l'opinion des autres. Épictète insistait sur le fait qu'il ne fallait pas prétendre être philosophe, mais se comporter comme tel. Ces enseignements soulignent que l'authenticité n'est pas un accessoire optionnel, mais la base d'une vie solide. Et lorsqu'elle est appliquée à la communication, elle devient une arme puissante qui conquiert sans avoir besoin de feindre. Personnellement, être authentique dans vos paroles et vos gestes crée de la confiance dans votre partenaire, car il sait que vous ne portez pas de masque. Socialement, cela vous distingue dans un monde saturé d'apparence. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas peur de se montrer vulnérables, car cela démontre une véritable force. Professionnellement, l'authenticité transforme un leader en référence, car il inspire par la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. En matière de séduction, rien n'est plus magnétique que quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais qui transmet de la valeur à partir de la vérité de ce qu'il est. L'erreur la plus courante est de confondre l'authenticité avec la brutalité. Être authentique ne signifie pas parler sans filtre ni justifier la rudesse sous le prétexte de « c'est comme ça que je suis ». Ce n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de discipline. La véritable authenticité consiste à aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, sans masque et sans artifice, mais aussi avec respect. C'est montrer votre essence de manière claire, sans surjouer et sans vous cacher, car la cohérence parle d'elle-même. L'authenticité séduit parce qu'elle transmet la certitude. Dans un monde plein de doutes et d'apparences, quelqu'un qui se montre cohérent devient un phare. Cette cohérence fait que les autres veulent se rapprocher, écouter, faire confiance et même suivre. L'attraction qu'elle suscite ne dépend pas de techniques superficielles ni de jeux de manipulation, mais de la force silencieuse de quelqu'un qui vit en paix avec sa vérité. Sénèque l'aurait expliqué simplement, rien n'est plus précieux que la cohérence interne, car celui qui se connaît et s'accepte n'a pas besoin de masque. Cette certitude ne génère pas seulement du respect, elle inspire aussi. L'authenticité ne s'achète pas, elle ne se fabrique pas, elle se construit avec la pratique quotidienne d'être soi-même dans chaque contexte. Dans la vie quotidienne, ceux qui se montrent authentiques sont ceux qui ont le plus d'impact. Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, ni ceux qui se vantent le plus, mais ceux qui transmettent une énergie de vérité. 7. L'empathie qui ouvre des portes. Deux clés peuvent sembler identiques, mais une seule s'insère dans la serrure correcte. L'empathie fonctionne de la même manière. C'est la clé précise qui ouvre des portes fermées dans l'esprit et le cœur des gens. Beaucoup essaient de forcer ces serrures avec des discours, de la pression ou de la manipulation, mais la véritable connexion est réalisée avec quelque chose de plus subtil, la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est l'essence de l'empathie. Un outil qui non seulement adoucit la dureté du monde, mais construit aussi des relations profondes et durables. La psychologie affirme que l'être humain a besoin de se sentir compris pour faire confiance. Sans cette validation, la communication devient un échange de mots vides, où chacun cherche à imposer sa vision. L'empathie rompt ce schéma, car elle change la dynamique du « moi » pour le « nous ». Bien qu'elle soit souvent associée à la froideur, la vérité est que les stoïciens parlaient de compassion comme faisant partie de la justice. Marc Aurèle disait que nous sommes nés pour coopérer comme les pieds et les mains, et que vivre en opposition aux autres était contraire à notre propre nature. L'empathie, donc, n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse pratique, car elle renforce la coopération et génère l'harmonie dans toute relation. Personnellement, pratiquer l'empathie ouvre l'espace pour que votre partenaire se sente en sécurité en exprimant ce qu'il ressent. Socialement, elle transforme les interactions superficielles en connexions réelles, car les gens reconnaissent la différence entre quelqu'un qui écoute seulement et quelqu'un qui comprend vraiment. Professionnellement, l'empathie est ce qui distingue un patron d'un leader.
car celui qui dirige sans comprendre ne génère que de l'obéissance forcée, tandis que celui qui comprend inspire un engagement authentique. Dans la séduction, l'empathie est la clé invisible qui éveille l'attraction, car elle montre de la sensibilité sans perdre de fermeté, de l'intérêt sans tomber dans le besoin. La véritable empathie inclut des limites claires, car comprendre ne signifie pas permettre que l'on vous marche dessus. En fait, l'empathie la plus puissante est celle qui vient de la force, lorsque vous parvenez à reconnaître ce que l'autre ressent sans perdre votre centre ni votre dignité. Cet équilibre est ce qui ouvre vraiment les portes, car il inspire le respect en plus de la confiance. L'empathie séduit parce qu'elle montre de l'humanité. Dans un monde où beaucoup préfèrent l'indifférence comme armure, rencontrer quelqu'un qui comprend sans juger est un soulagement. Cette expérience laisse une empreinte, car nous nous souvenons tous de la personne qui a su nous voir au-delà de nos mots. Ce souvenir est ce qui crée des liens difficiles à rompre, car il ne s'agit pas de ce que vous avez dit, mais de ce que vous avez réussi à faire ressentir. Sénèque disait que personne ne peut vivre heureux seulement pour lui-même. Cette phrase résume l'essence de l'empathie. Comprendre que notre bien-être est lié au bien-être des autres. En appliquant ce principe dans votre communication, vous devenez quelqu'un capable d'unir, d'adoucir les tensions et d'attirer depuis la connexion la plus profonde. C'est le geste qui transforme un inconnu en ami, un subordonné en allié et un intérêt passager en un lien réel. L'empathie ne s'impose pas et ne se feint pas. Elle se pratique à partir de l'écoute, de la validation et de la compréhension. En fin de compte, l'empathie qui ouvre des portes n'est pas une ressource occasionnelle. C'est une façon de vivre. Celui qui la pratique devient quelqu'un qui n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit, car le monde s'ouvre devant lui naturellement. Et ce pouvoir, bien que silencieux, est l'un des plus irrésistibles qui existent. 8. Le langage qui domine les cœurs. Une étincelle peut allumer un feu ou éclairer un chemin, tout dépend de comment et quand elle est utilisée. Le langage fonctionne de la même manière, c'est l'étincelle qui peut détruire ou construire, qui peut blesser ou conquérir. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus influentes de l'histoire n'étaient pas toujours les plus fortes ou les plus riches, mais celles qui savaient parler de manière à ce que leurs mots restent gravés dans la mémoire des autres. Dominer les cœurs ne consiste pas à manipuler, mais à utiliser le langage avec une telle clarté, fermeté et authenticité que ce que vous dites pénètre au-delà de l'esprit et atteint l'âme. L'être humain ne répond pas uniquement aux données ou aux arguments logiques, il répond surtout aux émotions. La psychologie le confirme. Les décisions sont d'abord prises à partir de l'émotion, puis justifiées par la raison. C'est pourquoi celui qui sait parler avec des mots qui éveillent des sentiments devient quelqu'un d'inoubliable. Le langage qui domine les cœurs n'est pas orné ni faux, c'est celui qui se connecte directement avec les expériences, les peurs, les rêves et les blessures de l'autre. Le stoïcisme avait également compris ce principe. Épictète enseignait qu'il ne faut pas parler beaucoup, mais dire ce qui est nécessaire avec vérité. Marc Aurèle répétait que les mots doivent être alignés avec l'action, car l'incohérence tue la crédibilité. Dominer les cœurs, alors, ne signifie pas remplir les discours de belles phrases, mais parler à partir de la cohérence, du calme et de la fermeté de celui qui vit ce qu'il dit. Cette authenticité transforme chaque mot en une encre émotionnelle. Personnellement, le langage qui touche le cœur peut guérir des blessures qui semblaient impossibles à guérir. Un « je t'apprécie » dit avec sincérité peut reconstruire un lien brisé. Socialement, les mots justes peuvent transformer la perception de quelqu'un et transformer l'indifférence en admiration. Professionnellement, un leader qui maîtrise l'art de parler à partir de la vérité inspire la loyauté et le respect, même en temps de crise. Dans la séduction, le langage authentique, direct et chargé d'émotions est ce qui génère une véritable attraction, car il révèle à la fois la sensibilité et la sécurité. Mais l'erreur est de croire qu'il s'agit de formules mémorisées.
Il n'existe pas de phrase magique qui fonctionne pour tout le monde. Ce qui fonctionne, c'est l'intention qui se cache derrière. Le langage qui domine les cœurs ne naît pas de la répétition de mots creux, mais de l'observation, de l'écoute et de la réponse à partir de l'authenticité. C'est cette capacité à dire ce qu'il faut au moment exact qui transforme votre voix en quelque chose de puissant. Les gens se souviennent toujours de ce qui les a fait se sentir vus, compris et appréciés. C'est pourquoi vos mots doivent être comme des clés qui ouvrent des espaces dans la mémoire émotionnelle de l'autre. Lorsque vous y parvenez, votre présence devient difficile à effacer. Et c'est là la véritable influence. Non pas convaincre de force, mais créer un impact si profond que l'autre veut rester près de vous pour ce que vous éveillez en lui. La bataille la plus difficile que tu vas affronter n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Pas contre des ennemis visibles, mais contre tes peurs, ta paresse, tes doutes et ces excuses qui semblent si convaincantes lorsque tu veux abandonner. C'est la guerre qui décide de ton destin, te vaincre toi-même ou devenir ton propre bourreau. Chaque jour, tu entres sur ce champ de bataille. Quand tu repousses ce qui est important, quand tu cèdes au confort, quand tu permets que l'opinion des autres pèse plus que ta propre voix, tu perds du terrain. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te renverse, il suffit que tu te sabotes toi-même. Et tu le sais. C'est la vérité inconfortable que la plupart évitent. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit dans ton esprit. Ici, nous ne parlons pas de motivation bon marché, ni de phrases pour te rassurer. Ici, il s'agit de regarder la réalité en face. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te domine. Et il le fait sans pitié, avec des pensées qui te limitent, des émotions qui t'enchaînent et des habitudes qui te mènent directement à l'échec. Ce que tu entendras ne sont pas des embellissements, ce sont des armes pour que tu apprennes à te donner la priorité, à définir un but, à faire taire le bruit et à te discipliner même lorsque tu ne le souhaites pas. Parce que personne ne va combattre cette guerre pour toi. Si tu ne la mènes pas, tu perds tout, ta liberté, ton progrès, ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un manuel de combat, pour que tu cesses d'être l'otage de tes peurs et que tu commences à conquérir la seule bataille qui compte, celle que tu as contre toi-même. Fais de toi-même ta priorité absolue. Un bateau qui tente de naviguer en suivant tous les courants finit à la dérive, sans direction ni destination. Il en va de même pour celui qui vit en priorisant ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent de lui ou ce que dictent les modes passagères. Il perd son cap, devient un esclave des attentes externes, incapable de décider par lui-même où diriger sa vie. La métaphore est claire. Si tu n'es pas le capitaine de ton propre navire, tu seras emporté par les vents étrangers jusqu'à faire naufrage dans la frustration. Faire de toi-même ta priorité absolue n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que la vérité est dure. Personne ne va te sauver. Personne ne va se battre pour tes rêves comme toi. Personne ne va porter tes batailles internes ni les conséquences de tes décisions. La vie se résume à ceci. Soit tu apprends à te mettre en premier, soit tu finiras par vivre à moitié, épuisé par le désir de plaire aux autres et vide de sens. Dans cette guerre contre toi-même, la première victoire est de comprendre que ton énergie, ton temps et ton attention sont limités. Et si tu les donnes à tous, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Il est courant de reporter son propre bien-être, ses objectifs et ses désirs personnels pour répondre à l'urgence des autres. C'est là que la guerre est perdue, dans ces petits moments où tu choisis de bien t'entendre avec tout le monde, sauf avec toi-même. Tu penses que c'est un noble sacrifice, mais en réalité, c'est un piège qui détruit lentement ton caractère et ton estime de soi. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, comment vas-tu soutenir les autres? Si tu n'as pas de clarté sur ton chemin, quelle direction peux-tu offrir? Le stoïcisme le disait clairement. Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise le monde. Et cette maîtrise commence par te faire ta priorité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, il s'agit de reconnaître que sans une base solide, il n'y a rien à offrir.
Quand tu te mets en premier, tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de dépenser de l'énergie à prouver et tu commences à construire. La résistance viendra parce que ton esprit et la société te diront que tu es égoïste, que tu devrais penser plus aux autres, que c'est mieux de se sacrifier. Mais il faut le voir avec froideur. Ce qu'ils appellent égoïsme est souvent simplement de la dignité. Poser des limites, prendre soin de ton temps, dire non, te retirer du bruit, choisir ton but sur les attentes des autres. C'est là que naît la véritable liberté, car tu ne vis plus avec l'anxiété de plaire, ni avec la peur de décevoir. Faire de toi-même ta priorité absolue signifie organiser ta vie de l'intérieur. Te lever avec la certitude que ton énergie sera investie dans ce qui te construit, pas dans ce qui t'épuise. Cela signifie arrêter de courir après l'approbation, arrêter de mendier de l'attention et te concentrer sur ce qui te renforce. Quand tu comprends cela, chaque action, chaque décision et chaque renoncement deviennent un acte de respect de soi. Et il y a une conséquence inévitable. Quand tu te choisis, le monde le remarque. Ta présence devient plus forte, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de clarté. Tu n'es plus quelqu'un qui demande la permission d'exister, tu es quelqu'un qui trace un chemin. Et même si cela dérange beaucoup de gens, cela attire ceux qui valorisent l'authenticité. C'est la première leçon dans la bataille contre toi-même. Ce n'est pas doux ni complaisant, c'est dur et agressif, parce que cela exige de rompre avec les vieilles habitudes et les excuses. Fais de toi ta priorité absolue, et tu verras comment tout le reste commence à prendre la place qui lui revient vraiment. Parce que si tu ne te choisis pas en premier, personne d'autre ne le fera. 2. Définis un but clair et engage-toi envers lui. La vie sans but est comme un train qui avance sans rail. Il avance avec bruit et vitesse, mais n'arrive jamais à destination. Tu peux t'efforcer, tu peux dépenser de l'énergie, tu peux même simuler le mouvement. Mais tout reste en rond sans sens. C'est la réalité de ceux qui vivent sans une direction définie. Ils se fatiguent, se frustrent, se comparent aux autres et sentent que la vie leur pèse, alors qu'en réalité, ce qui leur manque n'est pas la force, mais la direction. Définir un but est comme marquer sur la carte l'endroit vers lequel tu marches. C'est avoir un phare qui brille même au milieu de l'obscurité. Il ne s'agit pas de belles phrases ni de rêves lointains. Il s'agit de clarté brutale, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre. Et voici l'important, car il ne suffit pas de le définir dans l'esprit, tu dois t'engager envers lui comme si c'était une promesse sacrée. Un but sans engagement est de la fumée, et un engagement sans but est de l'usure sans sens. Le monde est plein de personnes qui vivent en accomplissant les plans des autres parce qu'elles n'ont jamais osé écrire le leur. Et quand tu ne décides pas ce que tu veux, quelqu'un d'autre décide pour toi. Les modes, les attentes familiales, la pression sociale ou la simple peur de l'échec finissent par dessiner un destin qui ne t'appartient pas. Puis vient la question qui fait mal. À quel moment as-tu laissé ta vie devenir une copie ? C'est la conséquence de ne pas prendre la responsabilité de définir un but. Un but clair ne garantit pas le confort, au contraire, il exige de la discipline, il exige de couper les distractions, il exige de laisser de côté le superficiel. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'important. C'est ici que se montre le vrai caractère d'un individu, car tout le monde peut se laisser emporter par la facilité. Mais seuls ceux qui ont un but ferme restent debout lorsque le chemin devient rude. Le stoïcisme le savait. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ta capacité à décider avec quelle intention tu vis chaque jour. T'engager envers un but signifie déclarer la guerre à l'indécision. Cela signifie que même si l'enthousiasme s'épuise, tu continues. Même si les doutes crient, tu avances. Même si personne ne te soutient, tu persistes. C'est te lever les jours où tout en toi veut t'abandonner, parce que tu as compris que ta parole envers toi-même vaut plus que n'importe quelle circonstance. L'engagement est la ligne qui sépare celui qui parle de celui qui agit, celui qui rêve de celui qui réussit. L'erreur commune est de croire que le but doit être gigantesque, quelque chose qui impressionne tout le monde.
En réalité, il suffit qu'il soit authentique et clair. Il peut s'agir d'améliorer ta discipline quotidienne, de lancer un projet, de prendre soin de ton corps, de construire une vie cohérente avec tes valeurs. L'essentiel n'est pas que le monde l'applaudisse, mais que tu saches où tu vas. Quand tu as ce but et que tu t'engages envers lui, tout change. Tu ne perds plus de temps à te comparer, tu ne doutes plus autant de toi, tu ne cèdes plus à chaque impulsion. Tu sais où tu vas, et cette certitude te donne du pouvoir. Même dans l'échec, tu trouves un sens, parce que tu comprends que chaque faux pas fait partie du même chemin. Ce n'est pas un détour. Celui qui vit avec un but marche avec une autre force, et cette force se remarque. Il peut chanceler, il peut tomber, mais il se relève toujours dans la même direction. Cette constance le rend inarrêtable, car il ne dépend pas de motivation passagère, mais d'une décision prise. Alors définis ton but, engage-toi envers lui et ne le lâche pas, car sans cette clarté, tu es juste un spectateur de ta vie, mais avec elle, tu deviens l'architecte de ton propre destin. 3. Apprends à disparaître du bruit. L'esprit est comme un verre d'eau transparent, mais il suffit de le secouer et de le remplir de terre pour qu'il perde toute clarté. C'est ce qui se passe lorsque tu vis entouré de bruit, d'opinions, de critiques, de distractions constantes, qui t'empêchent de voir clairement ce qui compte vraiment. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, il naît aussi en toi, dans cette voix qui répète des doutes, dans cette anxiété qui t'exige d'être partout, connecté à tout et attentif à tous, sauf à toi-même. Disparaître du bruit ne signifie pas fuir le monde, cela signifie choisir fermement quelle voix tu laisses entrer dans ta vie. Aujourd'hui, la société récompense l'exposition, l'excès de parole, le besoin constant de se montrer. Mais ce que personne ne te dit, c'est que plus tu te laisses entraîner par ce cycle de distraction, moins tu entends ta propre voix. Et là, tu perds la bataille, car l'esprit qui ne se repose jamais dans le silence finit par s'épuiser, devient faible et manipulable. Tu as besoin d'apprendre à te retirer, à disparaître quand c'est nécessaire, à créer un espace où seul l'essentiel existe. Les grandes avancées naissent dans le silence, pas dans le tumulte. La clarté surgit lorsque tu es capable de t'éloigner du chaos et de regarder calmement ce qui compte vraiment. C'est la différence entre celui qui réagit à tout et celui qui prend des décisions fermement. Le premier est piégé, le second est maître de sa route. Mais disparaître du bruit demande du courage, car cela implique de décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Cela implique d'éteindre l'écran, de fermer la porte, de dire non à des réunions inutiles, de rejeter des conversations vides. La plupart des gens ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes parce que c'est là que surgissent les pensées qu'ils tentent tant d'éviter. Et c'est précisément là le point. Si tu n'apprends pas à être avec toi-même en silence, tu ne te maîtriseras jamais. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans le silence, tu peux analyser tes actions, comprendre tes erreurs, reconnaître tes progrès et te reconnecter à ton but. C'est dans ces moments que ton esprit se renforce, car tu cesses de dépendre du bruit externe pour sentir que tu avances. Alors que d'autres cherchent une validation constante, tu trouves ta direction dans ta propre réflexion. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se laisse pas entraîner par la foule, mais qu'il marche d'un pas ferme même s'il le fait seul. Disparaître du bruit, c'est choisir la qualité sur la quantité, c'est se concentrer sur ce qui construit au lieu de se perdre dans ce qui distrait. Et c'est aussi une forme de respect envers toi-même, parce que tu valorises ton énergie et ton temps comme des ressources que tu ne peux pas gaspiller. Apprendre à disparaître du bruit est en réalité un acte de rébellion. C'est rejeter le mandat moderne d'être disponible 24 heures sur 24, c'est refuser d'être esclave de la superficialité. Et chaque fois que tu choisis le silence sur la distraction, ton esprit gagne en force. Parce que la véritable clarté ne vient pas d'écouter plus de voix, mais d'apprendre à écouter la tienne. 4. Travaille en silence et laisse tes résultats parler. Le tonnerre fait beaucoup de bruit, mais c'est l'éclair qui frappe vraiment fort. C'est ainsi que fonctionne la vie.
La plupart préfèrent faire du bruit avec des mots, des promesses et des apparences. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Le bruit impressionne pour un instant, les faits restent pour toujours. Travailler en silence est une stratégie que très peu maîtrisent, car elle exige de la patience, de l'humilité et de la discipline. Dans un monde où tout le monde cherche une reconnaissance immédiate, se démarquer sans l'annoncer semble étrange, mais c'est précisément ce qui te donne un avantage. Celui qui se concentre sur la parole dépense son énergie à convaincre. Celui qui se concentre sur l'action garde toute sa force pour exécuter. Et dans la bataille contre toi-même, chaque action accomplie en silence est une victoire bien plus grande que n'importe quel applaudissement éphémère. Quand tu apprends à travailler en silence, tu te libères de la pression de prouver. Tu n'as pas besoin d'exhiber chaque pas, ni de justifier chaque mouvement. Tu te concentres sur l'essentiel, le processus. Et le processus, bien qu'il soit lent et difficile, produit toujours des fruits. La différence est que ces fruits arrivent de manière solide, pas comme des châteaux de fumée érigés par des apparences. Le travail silencieux est aussi un bouclier contre les critiques. Quand tu ne donnes pas d'explications inutiles, quand tu ne révèles pas chaque plan, tu désarmes ceux qui attendent seulement une erreur pour la souligner. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Le silence protège, parce que pendant que les autres spéculent, tu avances. Pendant qu'ils se distraient en jugement, tu construis. Le stoïcisme valorisait cette façon d'agir. Moins de mots, plus d'action. Marc Aurèle l'exprimait en se rappelant à lui-même qu'il devait vivre comme s'il était déjà prêt pour chaque épreuve, ne perdant pas de temps en discussions vaines, mais en actions qui feraient la différence. Cette leçon est claire. La vraie grandeur n'a pas besoin de publicité. Mais travailler en silence ne signifie pas se cacher par peur. Cela signifie avancer avec calme et fermeté sans avoir besoin d'approbation externe. Cela signifie que ta motivation ne dépend pas des éloges, mais de ton engagement envers toi-même. Et ce type d'engagement est celui qui te renforce, parce que même quand personne ne te regarde, tu continues à accomplir. À la fin, les résultats parlent avec une voix impossible à ignorer. Peu importe combien les autres parlent, combien de critiques apparaissent, combien de bruit ils essaient de faire, les faits sont indiscutables. Et celui qui travaille en silence sait que le moment de montrer arrive seulement quand l'œuvre est terminée. Fais de ta vie un éclair et non un tonnerre. Frappe avec des résultats, pas avec des mots. Parce que dans ce monde bruyant, la victoire la plus percutante est celle qui est obtenue sans annonce, mais avec des preuves que personne ne peut contester. 5. Brise les chaînes de tes croyances limitantes. Un éléphant adulte, capable d'arracher un arbre de ses racines, reste attaché à une simple corde parce qu'on lui a appris depuis son plus jeune âge à croire qu'il ne pouvait pas s'échapper. C'est la force d'une croyance limitante. Peu importe ta capacité réelle, si ton esprit est enchaîné, tu ne feras jamais un pas en avant. Et c'est ainsi que vivent des millions de personnes, fortes en potentiel mais faibles en action, prisonnières de pensées héritées, de phrases qu'elles ont entendues dans leur enfance ou de défaites passées qu'elles ont transformées en sentences. Les croyances limitantes ne sont pas des vérités, ce sont des cages mentales. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi. Ce sont des mots qui se plantent au plus profond de toi et conditionnent ta vie comme s'ils étaient des lois universelles. Mais voici la réalité. Ces chaînes n'existent que dans ton esprit. Le jour où tu décides de les briser, tu découvres que la porte a toujours été ouverte. Le problème n'est pas que le monde t'arrête, c'est que tu acceptes de vivre enchaîné. Briser ces chaînes demande du courage, car cela signifie remettre en question ce que tu as cru pendant des années. Cela signifie regarder autour de toi et reconnaître qu'une grande partie de ce que tu as accepté comme vérité était simplement la voix des autres, pas la tienne. Cela signifie te rendre compte que bien souvent tu n'as pas échoué parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu t'étais convaincu à l'avance que tu allais échouer. Le stoïcisme enseignait que la plus grande liberté est celle de la pensée. Si ton esprit est dominé par la peur et le doute, tu seras esclave même si tu as tout le reste.
Mais si tu réussis à libérer ta pensée, même si tu manques de ressources externes, tu es déjà invincible. La bataille contre toi-même se livre justement là, à ne pas permettre que les vieilles chaînes dictent l'avenir que tu peux encore construire. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, mais de te confronter à l'évidence. Demande-toi, qui a dit que tu ne pouvais pas? Qui a décidé que tu n'étais pas assez? La plupart de ces réponses pointent vers des voies externes qui ne devraient même pas gouverner ta vie. Et quand tu le comprends, quelque chose change. Tu te rends compte que la vraie prison a toujours été l'obéissance aveugle à ces voix. Chaque fois que tu agis, malgré la croyance qui essaie de t'arrêter, une chaîne se brise. Chaque pas que tu fais vers ce que tu craignais devient la preuve que la limitation était dans ton esprit, pas dans la réalité. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens fort, jusqu'à ce qu'un jour, ces voix perdent leur pouvoir sur toi. Briser tes croyances limitantes n'est pas un acte de rébellion contre le monde, c'est un acte de libération contre toi-même. C'est choisir d'être maître de ton esprit plutôt qu'esclave de vieilles idées. Parce qu'au final, la seule chose qui t'empêche vraiment d'avancer n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que tu décides de continuer à croire en toi. 6. Transforme chaque devrait en doit. Les promesses brisées ne sont pas toujours faites aux autres. La plupart sont brisées en silence avec soi-même. Je devrais commencer. Je devrais améliorer. Je devrais changer. Ces phrases sonnent comme un engagement, mais en réalité, elles sont des chaînes d'autotromperie qui vous lient à l'inaction. Plus vous les répétez, plus vous entraînez votre esprit à se contenter de l'illusion d'avoir décidé, alors qu'en réalité, vous n'avez pas bougé d'un pas. Le devrait est confortable car il n'engage pas, c'est comme une excuse en costume élégant. Il vous calme pour un moment, vous fait sentir que vous essayez, mais à la fin de la journée, il ne change rien. Et chaque fois que vous l'utilisez, vous cédez du terrain dans la bataille contre vous-même. Parce que la vérité est dure. La vie ne se transforme pas avec des intentions, elle se transforme avec des actions. Dire « je dois » est différent, c'est une déclaration de guerre. Cela signifie que ce qui était auparavant facultatif est maintenant obligatoire. Que peu importe si vous avez envie ou si la journée se complique, vous allez le faire parce que c'est un ordre qui vient de vous. Le doit élimine la négociation interne, coupe la conversation avec la paresse et entraîne votre caractère à s'obéir à lui-même. La différence entre les deux mots est la ligne qui sépare ceux qui continuent à rêver et ceux qui construisent. Les premiers collectionnent les excuses, les seconds accumulent les victoires silencieuses. Les premiers attendent que la motivation arrive, les seconds agissent même s'ils ne la ressentent pas. Et c'est cela qui marque vraiment le destin d'une personne, non pas ce qu'elle planifie, mais ce qu'elle exécute. Le stoïcisme l'enseignait clairement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il devait se lever et remplir son rôle dans la vie, même si son corps demandait du repos. Ce « doit » ne dépendait pas des émotions, c'était un commandement intérieur. Car le devoir est la seule chose qui soutient l'être humain lorsque les circonstances extérieures deviennent adverses. Changer votre langage interne de « devrait » à « doit » est plus qu'une correction de mots. C'est une déclaration d'identité. C'est décider que vous ne vous permettrez pas d'excuses, que votre parole envers vous a le même poids qu'un serment. Chaque fois que vous respectez un doigt, votre confiance grandit parce que vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La vie ne se mesure pas par ce que vous pensiez faire, mais par ce que vous avez réellement fait. Tant que vous vivrez dans le monde du devrait, vous resterez coincé dans des intentions mortes. Lorsque vous transformez tout en doit, vous arrêtez d'attendre et commencez à conquérir. Et c'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils veulent être et ceux qui, sans faire de bruit, y parviennent. 7. Filtre les critiques et continue ton chemin. Les flèches qui ne traversent pas ta peau peuvent tout de même blesser si tu décides de les porter sur ton dos. C'est ainsi que fonctionnent les critiques. Elles ne tuent pas par ce qu'elles disent, mais par l'espace que tu leur accordes en toi. Chaque mot de quelqu'un qui n'a jamais marché dans tes chaussures, chaque commentaire lancé depuis le confort de la médiocrité,
peut devenir un fardeau qui te détourne de ton chemin si tu n'apprends pas à filtrer. La plupart des gens sont prisonniers des opinions des autres. Ils changent de cap à cause d'un commentaire, abandonnent un rêve par peur de la moquerie, taisent leurs idées par peur du rejet. Et là, ils perdent la bataille parce qu'ils confient le gouvernail de leur vie à ceux qui ne rameront jamais pour eux. La vérité est simple. Personne ne se souvient de ceux qui ont été paralysés par les critiques, mais le monde respecte ceux qui ont avancé malgré elles. Filtrer les critiques ne signifie pas tout ignorer, cela signifie distinguer ce qui construit de ce qui détruit. Il y a des mots qui servent de miroir, qui te montrent des erreurs réelles et t'aident à grandir. Mais la plupart n'ont pas cette valeur, la plupart ne font que donner leur avis pour projeter leur frustration. Si tu n'apprends pas à séparer l'utile du toxique, ton esprit devient une décharge de voix qui n'ont jamais mérité de place. Le stoïcisme enseignait que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Chaque critique est neutre jusqu'à ce que tu décides de la porter comme vérité. Et si tu apprends à les voir avec froideur, tu découvres que la plupart des opinions en disent plus sur le critique que sur toi. Mais ne nous leurrons pas, filtrer les critiques demande du courage. Cela nécessite d'accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, qu'il y aura des gens qui te pointeront du doigt, que même des personnes proches peuvent essayer de t'arrêter avec des commentaires déguisés en conseils. Cela nécessite d'être prêt à marcher avec assurance en sachant que ta vie ne se mesure pas par l'approbation externe, mais par la cohérence avec ton but. Chaque fois que tu choisis de suivre ton chemin malgré les critiques, tu renforces ton caractère. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin que quelqu'un applaudisse ton processus, que l'important n'est pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que tu as décidé de construire. Cette liberté intérieure est ce qui distingue ceux qui laissent une trace de ceux qui se perdent dans le bruit. La clé est de se rappeler que ton énergie est limitée. Si tu la dépenses à te défendre de chaque opinion, tu n'auras jamais la force d'avancer. Filtre intelligemment. Prends ce qui t'aide à t'améliorer et lâche ce qui cherche seulement à t'arrêter. Parce que le chemin devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter des flèches qui ne t'appartiennent pas. Au final, la seule chose qui prouve la vérité de ta vie ne sont ni tes explications ni tes défenses, ce sont tes résultats. Et ces résultats sont atteints lorsque tu apprends à marcher léger, sans le poids des critiques inutiles. Suis ton chemin, car la voie la plus forte sera toujours celle de tes actes, pas celle de ceux qui n'ont jamais osé essayer. 8. Persévère même quand tu ne le veux pas. Les montagnes ne sont pas conquises à la première tentative. Elles ne se plient pas à la fatigue des pas. Celui qui atteint le sommet n'est ni le plus rapide ni le plus fort, mais celui qui refuse de s'arrêter, même lorsque chaque muscle demande à abandonner. C'est ainsi que se définit la persévérance, la force invisible qui sépare ceux qui restent à mi-chemin de ceux qui vont jusqu'au bout. Persévérer même quand tu ne le veux pas est le coup le plus sûr que tu peux porter dans la bataille contre toi-même. Parce qu'il est facile d'avancer quand il y a de la motivation, quand l'émotion est forte, quand l'environnement est favorable. La difficulté commence les jours gris, quand il n'y a pas d'envie, quand les excuses semblent plus grandes que les objectifs, quand l'esprit insiste pour s'arrêter. C'est là que se mesure ton véritable caractère, c'est là que se définit qui tu es. La plupart abandonnent à ce stade. Ils abandonnent des projets parce qu'ils ont perdu leur enthousiasme initial. Ils abandonnent des rêves parce qu'ils n'ont pas vu de résultats rapides. Ils changent de direction chaque fois qu'ils ressentent de l'inconfort. Et c'est compréhensible parce que renoncer est tentant, c'est immédiat, c'est une façon de se débarrasser du poids. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque abandon devient une blessure à la confiance, une cicatrice qui répète en silence « Tu n'as pas pu ». Persévérer, en revanche, c'est construire une identité. Chaque fois que tu agis malgré le manque d'envie, tu renforces ton caractère. Tu envoies un message direct à ton esprit. Ici, c'est moi qui commande, pas mes émotions passagères.
Et ce message, répété encore et encore, devient la base de ta force. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition constante. Ce qui semblait impossible hier devient une partie de ta routine demain, parce que tu as décidé de ne pas céder. Le stoïcisme a toujours parlé de cette résistance silencieuse, non pas comme un sacrifice vide, mais comme la vertu de rester ferme face à l'adversité. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que la vie ne promet pas la facilité, et que chaque obstacle est un test pour grandir en discipline et en courage. La persévérance, c'est exactement cela. Voir dans la difficulté un terrain d'entraînement et non un mur qui t'oblige à reculer. N'attends pas de motivation tous les jours, car c'est une ressource aussi fragile que l'émotion. Ce qui soutient vraiment, c'est la discipline de continuer, même si tu ne le veux pas, même si ça fait mal, même si ça semble inutile. La persévérance est la constance appliquée dans les moments où personne n'attend rien de toi. C'est continuer à courir dans la tempête quand les autres ont déjà cherché refuge. Et le plus puissant dans la persévérance, c'est que tu accumules de petites victoires. Tu ne le remarques peut-être pas au début, mais chaque jour où tu avances un peu plus, même si tu ne le veux pas, tu construis un mur de confiance impossible à abattre. La prochaine fois que tu seras confronté à une difficulté, tu ne douteras pas, parce que tu sais déjà que tu es capable de résister. La persévérance est l'arme qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni de circonstances parfaites. Il s'agit de refuser de renoncer. Même si ton esprit te crie d'arrêter, même si ton corps te demande du repos, même si le monde se moque de ton effort, tu continues. Et ce simple acte de continuer, quand tout en toi veut abandonner, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'insurmontable. 9. Fais de la discipline ton arme la plus puissante. L'épée la plus tranchante n'est pas celle qui brille dans la main d'un guerrier, mais celle que tu forgeais chaque jour dans le silence de ta routine. Cette épée s'appelle la discipline, et c'est l'arme qui ne rouille jamais, celle qui tranche les doutes, la paresse, les excuses et les peurs. Sans discipline, tout le reste s'effondre. Tu peux avoir du talent, des rêves et même un soutien extérieur, mais si tu n'as pas la force de rester ferme, tout s'évapore. La discipline n'est pas un ornement, c'est la colonne vertébrale de ta vie. Faire de la discipline ton arme la plus puissante signifie arrêter de dépendre de la motivation. La motivation est un invité capricieux. Elle apparaît quand elle veut et disparaît quand tu en as le plus besoin. La discipline, en revanche, est la décision ferme de tenir bon, même quand tu n'en as pas envie, même quand la journée devient lourde, même quand personne ne te regarde. C'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils feront et ceux qui le construisent en silence. La bataille interne la plus dure est contre la voix qui dit « Je le ferai demain, cette fois-ci ne compte pas, je ferai mieux d'attendre un peu plus ». Cette voix semble innocente, mais c'est le poison qui affaiblit ton caractère. Chaque fois que tu cèdes, la corde se relâche, ta confiance se brise et ton identité se fragmente. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas seulement une habitude, c'est la preuve que ta parole envers toi-même a de la valeur. Quand tu ne respectes pas tes engagements, tu te prouves que tu ne peux pas te faire confiance. Quand tu les respectes, même si personne ne le remarque, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Le stoïcisme l'a bien compris. Il ne s'agissait pas de contrôler le monde, mais de se contrôler soi-même. L'homme discipliné est libre, parce qu'il ne dépend pas de ses impulsions, il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des excuses. Il peut être au milieu du chaos, et pourtant rester ferme, parce que son centre n'est pas dicté par l'environnement, mais par sa volonté. C'est cette grandeur qui fait de la discipline la meilleure arme. Elle te rend invulnérable à ce que tu ne contrôles pas. Être discipliné, ce n'est pas vivre de manière rigide, c'est vivre avec une direction. C'est se lever même si le corps demande à dormir. C'est s'entraîner même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est étudier quand l'esprit cherche à se distraire. C'est économiser quand la tentation de dépenser est forte.
Ce sont de petits actes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui, ajoutés les uns aux autres, construisent une vie solide. Et même si le monde admire les réalisations, la racine de toutes celles-ci se trouve dans ces moments cachés où tu as choisi de tenir bon plutôt que de céder. Chaque matin est un défi. Tu te lèves et sans t'en rendre compte, tu es déjà engagé dans une lutte contre la paresse qui t'attrape, contre les pensées désordonnées qui veulent te voler ta tranquillité, contre les émotions qui cherchent à gouverner ta journée avant même que tu aies fait le premier pas. Ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Celui qui commence la journée sans direction finit par être emporté par l'extérieur, sans force, sans clarté, sans contrôle. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance à l'aube. Marc Aurèle écrivait qu'au réveil, il devait se rappeler que la vie le mettrait face à des difficultés, des personnes compliquées et des moments durs, mais que tout cela faisait partie de la nature du monde. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Et Sénèque avertissait que gaspiller le temps est la plus grande des pertes, car c'est la seule chose qui ne revient jamais. Si tu unis ces idées, tu comprends que le matin n'est pas un espace quelconque, c'est le terrain où se forge le caractère de la journée. Si tu te réveilles sans intention, tu seras la victime du bruit. Mais si tu te réveilles avec discipline, tu transformes ton esprit en une arme. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir contrôlé. La clarté n'est pas un hasard, c'est une pratique quotidienne. Ici, tu n'entendras pas de phrases creuses, mais des méditations stoïciennes que tu peux appliquer dès le premier moment de la journée. Ce sont 8 leçons, 8 rappels qui transforment les matins en un entraînement de force et de sagesse. Reste jusqu'à la fin, car si tu les appliques, tu cesseras de vivre tes journées en automatique et tu commenceras à les vivre avec la trempe d'un guerrier qui ne cède sa paix à rien ni à personne. 1. Prépare-toi pour les difficultés. L'aube ressemble à un échiquier. À peine ouvres-tu les yeux, les pièces sont déjà en mouvement. Peu importe si tu le veux ou non, la partie a commencé. Et l'erreur la plus courante est de croire que ce sera un jeu tranquille, alors qu'en réalité il y aura des attaques, des surprises et des mouvements que tu ne peux pas anticiper. C'est ainsi que fonctionne la vie, et celui qui se réveille en pensant que tout sera en sa faveur se trompe et se condamne à la frustration. Le stoïcien, en revanche, commence la matinée en acceptant que les problèmes sont inévitables, que le monde ne tournera pas pour le satisfaire, et que sa seule véritable préparation réside dans l'attitude avec laquelle il décide de les affronter. Marc Aurèle l'a bien dit, chaque jour, tu seras entouré de personnes qui peuvent être ingrates, arrogantes ou injustes. Quel est l'intérêt de s'étonner quand cela arrive? La difficulté n'est pas un accident, elle fait partie du paysage humain. Il en va de même pour les obstacles de la vie quotidienne. Retard, pertes, disputes, responsabilités qui se multiplient quand tu t'y attends le moins. Si tu ne te prépares pas mentalement, chacun de ces coups devient un mur qui fait s'effondrer ton moral. Mais si dès le début de la journée tu reconnais qu'ils viendront, ton esprit ne trébuche plus, mais avance avec assurance. Épictète répétait que nous ne devons pas demander que les choses se passent comme nous le voulons, mais les vouloir comme elles se passent. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Celui qui se lève en espérant le confort finit par être frustré. Celui qui se réveille, préparé à l'inconfort, surpris par rien, devient invincible. La douleur, le rejet, la difficulté économique, les problèmes de travail, rien de tout cela ne disparaît, mais rien ne parvient à te briser parce que tu l'avais prévu, tu avais déjà entraîné ton esprit à le supporter. Et dans cette résistance se trouve la liberté. Imagine un soldat qui part à la guerre en étant sûr qu'il n'y aura pas de bataille. Le premier coup de feu le paralyse. En revanche, le guerrier qui sait qu'il y aura un affrontement n'est plus surpris. Il agit, répond et reste calme. La vie n'est pas différente. Si tu t'attends à ce que tout le monde te traite avec justice, à ce que tes plans se réalisent à la lettre, à ce que rien ne faille, tu seras comme ce soldat naïf qui tombe au premier coup. Mais si ton aube commence avec la certitude qu'il y aura une lutte, que tout ne sera pas parfait,
alors chaque obstacle devient une partie de ton entraînement, une occasion de montrer la force que tu as en toi. Sénèque disait que le malheur frappe plus fort ceux qui n'ont jamais pensé qu'il arriverait. C'est pourquoi la préparation stoïcienne ne cherche pas à éliminer la difficulté, mais à désarmer son impact. Quand tu l'avais déjà prévu, elle cesse d'être une tragédie et devient un autre test de caractère. Prépare-toi tôt, rappelle-toi qu'aujourd'hui, il y aura des défis et que certains te feront mal. Cette simple pratique change la façon dont tu vis. Ce n'est pas la même chose de trébucher sur la tempête que de l'attendre avec le manteau prêt. La difficulté n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. La douleur t'apprend la résistance, la perte t'apprend la gratitude, l'échec t'apprend la discipline. Celui qui se prépare pour le dur ne vit pas dans la paranoïa, il vit dans la sagesse. Parce que le jour où tout se passe sans obstacle, au lieu de le tenir pour acquis, il l'apprécie comme un cadeau. Et quand le jour arrive chargé de problèmes, il ne se brise pas, parce que son esprit était déjà forgé pour le supporter. C'est là la véritable force stoïcienne. Transformer chaque difficulté en un terrain d'entraînement où ton esprit se trempe comme l'acier. 2. Valorise ton temps. Le temps ressemble à une rivière qui ne s'arrête jamais. Peu importe combien tu essaies de retenir l'eau entre tes mains, elle s'échappe toujours et ne revient pas. Chaque aube nous donne une portion de cette rivière, et ce que nous en faisons définit la qualité de notre vie. Le problème est que beaucoup le traitent comme s'il était infini, comme s'ils pouvaient le gaspiller sans conséquence. Et c'est là la racine de la médiocrité. Croire qu'il y aura plus de temps qu'il n'en existe réellement. La réalité est dure et simple. Ce que tu perds aujourd'hui, tu ne le récupéreras jamais. Sénèque a été catégorique lorsqu'il a dit que nous ne manquons pas de temps, mais que nous le gaspillons. Il n'y a pas de phrase plus directe ni plus inconfortable, parce que si tu penses que ta vie ne te suffit pas, ce n'est peut-être pas une question d'années, mais de choix. Tu passes des heures à vérifier ce qui n'a pas d'importance, à discuter de ce qui ne change pas, à reporter ce que tu sais que tu dois faire, et à la fin tu te demandes pourquoi les jours s'échappent. La réponse est claire. Tu les as donnés à l'inutile. Le sage stoïcien ne cherche pas plus de temps, il cherche à l'utiliser avec intensité et but. Marc Aurèle, dans ses méditations, insistait sur la brièveté de la vie. Il le disait avec sérénité, non avec désespoir. Se rappeler que l'existence est courte ne doit pas déprimer, elle doit éveiller. La conscience de l'éphémère est ce qui t'oblige à prioriser, à choisir avec qui tu partages ton énergie, à décider ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas. Lorsque tu assumes que chaque jour est un prêt dont tu ne sais pas jusqu'à quand tu l'auras, tu vis avec plus de clarté. Tu ne perds pas en trivialité parce que tu sais que chaque minute donnée ne revient jamais. Le temps est la ressource la plus démocratique du monde. Personne n'a plus de 24 heures en une journée. Ce qui sépare celui qui construit une vie de valeur de celui qui la gaspille est la façon dont il gère ses heures. Et voici la vérité inconfortable. Ce n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que tu ne l'utilises pas bien. Si tu peux passer 1 heure coincé dans des distractions, mais que tu ne peux pas consacrer 15 minutes à renforcer ton esprit, la faute n'est pas à l'horloge, elle est à tes priorités. Épictète enseignait à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Le temps qui est déjà passé ne dépend pas de toi, il est mort. Celui qui est à venir non plus, il est incertain. La seule chose qui est vraiment entre tes mains est l'instant présent. Et si tu le laisses passer sans l'utiliser, tu restes vide. C'est le véritable gaspillage, abandonner le seul espace de contrôle que tu possèdes. Valoriser ton temps signifie aussi le protéger. Apprendre à dire non à des engagements inutiles, à des conversations vides, à des personnes qui cherchent seulement à voler ton énergie. Chaque fois que tu cèdes ton temps à ce qui n'a pas de but, c'est comme ouvrir les mains et laisser la rivière s'échapper avec violence. Et chaque fois que tu l'investis dans ce qui renforce ton caractère, c'est comme construire un barrage qui redirige l'eau vers ce qui compte vraiment. La discipline de valoriser le temps n'est pas rigide, c'est la liberté. Parce que lorsque tu sais où diriger tes heures, le bruit externe perd de son pouvoir.
Tu ne vis plus à la merci de ce que les autres veulent, mais aligné avec ce qui donne un sens à ta vie. Le temps devient une arme et non une condamnation. Et c'est la différence entre celui qui arrive à la fin de sa vie vide et celui qui meurt ayant vécu avec force. N'oublie pas cette vérité. Ce que tu fais de ton temps aujourd'hui est ce qui définit l'histoire que tu raconteras demain. 3. Protège ta paix intérieure. Ton esprit est comme une forteresse au milieu du désert. Dehors, il y aura toujours des tempêtes de sable, des rafales de vent qui tentent de s'infiltrer et de tout balayer. Mais ce qui définit vraiment ta stabilité n'est pas la violence du climat, mais la résistance de tes murs. La paix intérieure fonctionne de la même manière. C'est ton refuge le plus précieux et pourtant, tu la cèdes souvent au premier bruit externe, comme si elle n'avait aucune valeur. Le véritable défi n'est pas de vivre dans un monde chaotique, mais de garder ton esprit au calme, au milieu du chaos. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui se laisse emporter par les passions extérieures devient leur esclave. À quoi bon avoir des commodités matérielles si ton intérieur est en guerre? La paix ne se négocie pas, elle se protège. Et la protéger signifie mettre des limites claires à ce que tu permets d'entrer dans ta vie. Aujourd'hui, les distractions ne viennent pas seulement des personnes, elles arrivent aussi sous forme de notifications, de nouvelles conçues pour t'alarmer, d'opinions que tu n'as pas demandées et que tu absorbes jusqu'à t'intoxiquer. Si tu ne fermes pas les portes de ta forteresse, n'importe quoi finit par gouverner ton humeur. Épictète le disait sans détour. Ce qui perturbe l'homme ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a d'elles. Voilà la clé. Ce n'est pas la critique des autres qui te vole ta tranquillité, c'est ta décision de lui donner du poids. Ce n'est pas la difficulté qui brise ton esprit, mais l'interprétation que tu choisis. Protéger ta paix intérieure ne signifie pas t'isoler du monde, mais entraîner ton esprit à ne pas laisser l'extérieur contrôler l'intérieur. C'est prendre le contrôle de tes jugements, car c'est là que réside ta liberté. Sénèque avertissait aussi que beaucoup de notre souffrance vient de l'anticipation de maux qui n'arrivent jamais. Cette anxiété qui te consume à cause de ce qui pourrait arriver est un voleur silencieux de paix. Si tu décides de vivre en alerte constante face à ce qui n'est pas encore arrivé, tu deviens prisonnier d'un futur imaginé. Le stoïcien, en revanche, se concentre sur le présent, car il comprend que c'est le seul endroit où il peut exercer un contrôle. Et en le faisant, il conserve sa sérénité, même dans des circonstances adverses. La paix intérieure se protège aussi en apprenant à lâcher prise. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, toutes les paroles ne nécessitent pas une réponse, toutes les provocations n'ont pas besoin d'une réaction. Chaque fois que tu tombes dans le jeu de celui qui veut te perturber, tu cèdes ta forteresse. Ne pas répondre à ce qui est inutile n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Se maîtriser soi-même est plus difficile que de maîtriser les autres, mais c'est le seul vrai pouvoir que personne ne peut te prendre. Protéger ta paix implique de la discipline pour prendre soin de ce que tu consommes, de ce que tu penses, de ce que tu acceptes et de ce que tu rejettes. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté, il s'agit de choisir clairement ce qui mérite une place dans ton esprit. Parce que si ton intérieur est en ordre, rien de l'extérieur ne peut te renverser. Et si ton intérieur est un chaos, même le plus petit contretemps peut te détruire. Celui qui protège sa paix vit avec fermeté. Il ne réagit plus à chaque provocation, il ne se brise plus à chaque coup de la vie, il ne laisse plus son humeur à la merci des caprices des autres. Sa forteresse reste debout, solide face au vent. C'est la véritable victoire stoïcienne, non pas conquérir le monde, mais conquérir ton intérieur. Car celui qui maîtrise sa paix n'a pas besoin de fuir le bruit. Il sait marcher avec sérénité au milieu de celui-ci. 4. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Ta vie ressemble à un gouvernail en pleine mer. Tu peux diriger la direction du navire, mais tu ne peux jamais contrôler le vent ni les vagues. Beaucoup font naufrage parce qu'au lieu de tenir fermement le gouvernail, ils désespèrent en hurlant contre la tempête, espérant que la mer change pour eux.
C'est l'erreur que répètent quotidiennement ceux qui dépensent leur énergie dans ce qu'ils ne pourront jamais contrôler. Les opinions des autres, les caprices du destin, l'incertitude de demain. Le stoïcien sait que la seule véritable liberté réside dans ce qui dépend de ses mains, et que tout le reste est du bruit qu'il doit apprendre à lâcher. Épictète l'a expliqué avec une brutalité claire. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. La souffrance commence lorsque nous confondons cette frontière. Prétendre que les gens agissent toujours comme nous l'espérons, que le monde soit juste à notre manière, ou que les résultats répondent à nos désirs, est comme vouloir que la mer se calme parce que tu l'as ordonné. Cela ne se produira pas. Et chaque fois que tu insistes sur cette illusion, tu perds des forces, tu t'épuises et tu finis par être frustré. Le contrôle est dans ton jugement, dans ta réponse, dans ton action, jamais dans l'externe. Marc Aurèle l'appliquait chaque matin. Il se rappelait à lui-même que la vie le mettrait face à des imprévus, face à des personnes qui n'agissaient pas avec vertu, face à des situations qu'il ne pouvait pas modeler. Mais il se répétait aussi que personne ne pouvait lui voler sa capacité à agir avec justice, à garder son esprit tranquille, à ne pas se laisser emporter par ce qui ne dépendait pas de lui. Et c'est la pratique dont tu as besoin aujourd'hui. Revenir au centre, te rappeler que ton véritable pouvoir est en toi, pas dans ce qui se passe à l'extérieur. Le problème moderne est que nous donnons notre paix à des facteurs que nous ne pouvons pas gérer. Une critique sur les réseaux sociaux peut ruiner toute la journée, une mauvaise nouvelle mondiale provoque de l'anxiété, même si tu n'as aucune influence sur elle, un geste d'indifférence de quelqu'un de proche devient un poison que tu répètes dans ton esprit. Mais qu'est-ce que tu changes avec ça? Rien. Tu perds de l'énergie que tu pourrais utiliser dans ce qui dépend de toi. Ta discipline, ton caractère, ton travail, ta façon de répondre. Ce qui échappe à ton contrôle ne doit pas gouverner ton humeur, car si c'est le cas, tu deviens l'esclave de l'externe. Sénèque disait que le véritable homme fort est celui qui reste debout même lorsque le destin le frappe avec violence. Non pas parce qu'il peut éviter les coups, mais parce que sa force réside dans la façon dont il les affronte. La pluie tombe, le vent souffle, la vie frappe. Tu décides si tu te noies dans la plainte ou si tu utilises ce moment comme une preuve de ton tempérament. Ce choix est toujours entre tes mains, même si rien d'autre ne l'est. Te concentrer sur ce que tu contrôles n'est pas une phrase décorative, c'est un entraînement quotidien. C'est t'arrêter chaque fois que ton esprit court après l'impossible et le ramener au présent. Puis-je changer cela avec mon action? Si la réponse est non, tu le lâches. Cela dépend-il de ma discipline, de mes paroles, de mes décisions? Alors, tu mets toute ta force là. Cette habitude n'élimine pas les problèmes, mais elle évite que tu ne gaspilles ta vie à combattre des batailles que tu ne gagneras jamais. Celui qui maîtrise ce principe vit avec une sérénité déconcertante. Il peut être entouré de chaos et pourtant rester calme, parce que son énergie ne se disperse pas dans l'inutile. La tempête est toujours là, la mer est la même, mais son regard est fixé sur le gouvernail. Et dans cette fermeté, il trouve la liberté, parce qu'il a compris que la vie ne consiste pas à contrôler le monde, mais à se contrôler soi-même. 5. Commence la journée avec discipline. Le début de la matinée est comme le premier domino que tu renverses. Ce petit mouvement détermine la direction de toutes les pièces qui suivent. Si cette première action est faible, toute la journée chancelle. Si elle est ferme, le reste coule avec clarté. Beaucoup échouent parce qu'ils croient que la discipline est un grand acte qui apparaît de temps en temps, alors qu'en réalité elle se forge dans les premières minutes de l'aube, dans les petites décisions qui semblent insignifiantes, mais qui marquent le cours entier de ta vie. Marc Aurèle se répétait qu'il devait se lever même si son corps demandait à continuer à dormir, parce qu'il était né pour agir, pas pour se reposer éternellement. Nous avons tous cette lutte interne. Le réveil sonne et l'esprit murmure des excuses. 5 minutes de plus, je commence demain. Aujourd'hui n'est pas le moment. Si tu cèdes là, tu as déjà donné ta journée. Celui qui gagne cette première bataille gagne la guerre, car chaque action qui suit naît de cette victoire initiale.
Il ne s'agit pas de se réveiller tôt, il s'agit de se lever avec un but, de commencer avec le contrôle dans tes mains et non dans l'inertie du confort. Épictète rappelait que ce n'est pas libre celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui se domine lui-même. Et cette domination commence le matin. Pourquoi ? Parce que dans ces minutes, tu n'es pas encore contaminé par l'extérieur, les distractions n'arrivent pas encore, tu as encore le pouvoir de définir la direction. Si tu décides d'agir avec discipline, tu entraînes ton esprit pour que le reste de la journée suive cette ligne. En revanche, si tu commences en cédant à la paresse, au désordre, à la dispersion, tu deviens esclave dès le premier instant. Sénèque disait que la vie est plus gaspillée dans l'indécision que dans l'action erronée. Et cela s'applique chaque matin. Reporter l'important, perdre la première heure en rien, laisser la journée te traîner au lieu de prendre le contrôle est une façon silencieuse de perdre ta vie. La discipline du matin n'est pas un caprice, c'est un rappel que tu es aux commandes, que tu décides et que tu ne réagis pas simplement. Chaque habitude que tu pratiques en te réveillant devient une brique avec laquelle tu construis ton caractère. La discipline matinale n'a pas besoin de rituels complexes. Il s'agit de l'essentiel. Ranger ton espace, bouger ton corps, entraîner ton esprit avec de la lecture ou de la méditation, planifier ce qui compte vraiment. Ce sont de petites actions, mais répétées avec fermeté, elles deviennent inébranlables. Et quand tu le fais, tu n'améliores pas seulement ta productivité, tu améliores ton esprit, parce que tu apprends à ne pas dépendre de motivations éphémères. Tu agis parce que tu l'as choisi, pas parce que tu l'as ressenti. Commence la journée avec discipline, et le bruit extérieur perd de sa force. Les urgences des autres ne te traînent pas, les distractions ne te vainquent pas, les imprévus ne te font pas dévier de ta route. Parce que ton esprit a déjà une base solide, tu as déjà été l'architecte de ton aube. Et c'est l'avantage que peu de gens ont. Pendant que d'autres réagissent, tu agis. Pendant que d'autres se lamentent, tu avances. Celui qui domine la première heure de la journée domine le reste. Celui qui entraîne la discipline le matin entraîne la liberté pour toute sa vie. N'attends pas que les grandes victoires arrivent par surprise. Construis-les dès l'aube. Parce que le caractère fort ne se lève pas dans les discours, il se lève dans les premières décisions que tu prends quand tu es encore à moitié endormi et que tu décides que ta volonté vaut plus que ton confort. C'est la véritable discipline stoïcienne. 6. Choisis la vertu plutôt que le plaisir. Le plaisir ressemble à une étincelle dans l'obscurité. Il brille fort, t'éblouit pendant un instant, mais s'éteint aussi rapidement, te laissant à nouveau dans la pénombre. La vertu, en revanche, est comme un feu qui prend du temps à s'allumer, qui exige de la patience et des efforts, mais qui, une fois allumé, éclaire et réchauffe toute une vie. La différence entre vivre esclave de ses impulsions ou vivre guidé par des principes réside dans la flamme que tu décides d'alimenter chaque matin. Les stoïciens ne rejetaient pas le plaisir en soi, mais le danger de le transformer en maître. Marc Aurèle écrivait que l'âme se dégrade lorsqu'elle poursuit ce qui n'apporte rien de durable. Si ta journée commence en cherchant uniquement le confort, les distractions faciles ou les récompenses immédiates, tu entres dans une spirale où rien n'est jamais suffisant. Tu manges plus que nécessaire, tu consommes plus que ce qui t'apporte, tu te divertis jusqu'à te vider, et à la fin, ce qui semblait être un soulagement se transforme en vide. Épictète était encore plus direct. Il disait que la liberté est perdue lorsque tu es dominé par tes désirs. Et voici la vérité crue, celui qui vit en poursuivant le plaisir vit enchaîné. Enchaîné aux impulsions, à la consommation, à la recherche désespérée de stimuli qui ne rassasient jamais. La vertu, en revanche, exige des efforts, mais te rend le contrôle. Elle nécessite de la discipline pour choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable, mais ce choix te renforce. Lorsque tu choisis la vertu plutôt que le plaisir, tu choisis le caractère plutôt que la faiblesse. Sénèque l'a expliqué clairement. L'homme sage ne se prive pas de ce qui est agréable, mais il n'en a pas non plus besoin. Il peut en profiter, mais il n'en dépend pas.
C'est là la véritable différence. Le plaisir n'est pas mauvais en soi, mais si tu en fais une condition pour ton bien-être, tu es piégé. Chaque matin est une scène où tu décides si tu vis pour l'immédiat ou pour le transcendant. Vas-tu te lever en cherchant ce qui est facile, ce qui apaise pour un moment? Ou vas-tu te lever en construisant ton caractère avec des choix fermes? Choisir la vertu plutôt que le plaisir ne signifie pas vivre amèrement ni réprimer tout désir. Cela signifie ne pas laisser ces désirs gouverner ta vie. Cela signifie que tu décides d'entraîner ton esprit à prioriser ce qui te rapproche de ton but plutôt que ce qui te distrait simplement. Au réveil, ce choix est présent dans les choses les plus simples. Rester au lit ou se lever, se nourrir avec excès ou avec modération, perdre du temps dans l'inutile ou l'investir dans l'essentiel. Chaque décision compte et avec le temps, elle façonne qui tu es. Le plaisir est immédiat et superficiel, la vertu est lente et profonde. L'un te vide, l'autre te remplit. L'un te rend faible face aux difficultés, l'autre te rend fort face à n'importe quelle tempête. Les stoïciens l'ont compris et c'est pourquoi ils ne cherchaient pas la vie la plus confortable, mais la plus significative. Parce qu'ils savaient que la grandeur ne naît jamais de la facilité, mais de ce qui exige le contrôle, le sacrifice et la constance. Chaque matin, tu as l'occasion de choisir. Tu peux céder à l'impulsion, te rendre au plaisir éphémère, ou tu peux rester ferme dans la vertu qui persiste. Et cette différence marquera non seulement ta journée, mais aussi ton destin. Choisis la vertu et tu trouveras la force en toi. Choisis le plaisir et tu finiras esclave de ce qui ne sera jamais suffisant. Ta vie est définie par la flamme que tu décides d'allumer et cette décision commence toujours à l'aube. 7. Transforme la douleur en force. La douleur est comme un marteau frappant sur le fer. Elle peut le briser s'il est fragile, mais elle peut aussi le forger en acier s'il résiste. C'est ainsi que cela fonctionne dans la vie. Chaque coup, chaque perte, chaque déception a le pouvoir de vous détruire ou de vous transformer. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, ni de la déguiser en quelque chose de positif. Il s'agit de l'utiliser comme carburant pour grandir au lieu de se noyer dans la plainte. La douleur ne demande pas la permission, elle apparaît quand on s'y attend le moins, mais ce que vous en faites est votre décision. Marc Aurèle, entouré de guerres, de maladies et de trahisons, écrivait dans ses méditations que l'obstacle est le chemin. Il ne le disait pas comme une consolation, il le disait comme une stratégie de vie. Si chaque difficulté devient une excuse pour abandonner, votre vie s'arrête. Si chaque difficulté devient un terrain d'entraînement, votre caractère se durcit. La douleur vous montre jusqu'où vous pouvez aller. Et si vous choisissez de l'affronter avec fermeté, ce qui semblait être une condamnation finit par être la graine de votre force. Épictète a connu la souffrance dans sa propre chair. Il a été esclave, battu et humilié, mais au lieu de se briser, il a décidé d'utiliser cette douleur comme une école. Sa philosophie est née de cette expérience, pas du confort. Il disait lui-même que personne n'est libre jusqu'à ce qu'il apprenne à maîtriser son intérieur, même dans l'adversité. C'est l'enseignement que vous devez appliquer. Vous ne pouvez pas empêcher la vie de vous frapper, mais vous pouvez décider que ce coup ne vous transforme pas en victime, mais en quelqu'un de plus fort. Sénèque prévenait que l'adversité révèle l'homme à lui-même. Beaucoup croient se connaître jusqu'à ce que la douleur arrive. C'est dans la maladie, dans la perte, dans l'échec que vous montrez qui vous êtes vraiment. Là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de discours, il n'y a que votre réaction face à la souffrance. Si vous choisissez de vous lamenter, vous restez attaché. Si vous choisissez d'apprendre, vous vous libérez. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître implacable, dur mais juste, car il n'enseigne jamais sans laisser une marque qui transforme. L'erreur de beaucoup est de croire que la force naît dans le confort. Non, la force naît dans le feu de la difficulté. Chaque fois que vous traversez une situation qui semblait insupportable et que vous restez debout, vous grandissez. Chaque fois que vous faites face à une déception sans perdre votre dignité, vous grandissez. Chaque fois que la douleur frappe et qu'au lieu de vous briser, vous choisissez d'avancer, vous grandissez.
Et cette croissance, aucun plaisir ne peut vous l'offrir, seulement la souffrance transformée en discipline et en caractère. Transformer la douleur en force n'est pas automatique, cela nécessite une décision consciente. Cela implique de cesser de vous demander pourquoi vous et de commencer à vous demander pourquoi. Cela implique d'utiliser le coup comme un signe de ce que vous pouvez encore résister. Cela implique de regarder la blessure non pas comme une condamnation, mais comme une marque qui prouve que vous avez survécu. La cicatrice est une preuve de bataille, pas de défaite. La vie ne cessera jamais de vous confronter à la douleur, mais votre pouvoir réside dans la façon dont vous l'interprétez. Vous pouvez la voir comme une chaîne ou comme une épée. Vous pouvez la laisser vous affaiblir ou lui permettre de vous élever en force. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Et lorsque vous choisissez de la transformer, vous découvrez que chaque coup qui semblait être une fin était en réalité un début. Le stoïcien le comprend, et c'est pourquoi il ne fuit jamais la douleur. Il l'affronte, la supporte et la transforme en le feu qui trempe son esprit. C'est la véritable victoire. Non pas éliminer la souffrance, mais l'utiliser pour devenir quelqu'un que rien ni personne ne peut briser. 8. Vis comme un philosophe guerrier. La vie est un champ de bataille déguisé en routine. On ne voit pas d'épée ni de bouclier, mais il y a des épreuves quotidiennes qui attaquent ton esprit et ton caractère. Le trafic qui t'irrite, l'injustice que tu vois, la déception de quelqu'un de proche, la tentation de te rendre à la facilité. Tout cela sont des combats qui mettent à l'épreuve ta force. Et ici se pose la question, vas-tu vivre comme un spectateur qui reçoit les coups, ou comme un guerrier qui entre sur le champ de bataille, conscient de son but? Le stoïcien choisit la deuxième option, car il sait que chaque jour est un combat, et que celui qui ne se prépare pas finit vaincu en silence. Marc Aurèle comprenait cela mieux que quiconque. Il gouvernait un empire tout en menant des batailles internes. Ses méditations n'étaient pas des ornements philosophiques, elles étaient des stratégies de guerre spirituelle. Il écrivait pour se rappeler qu'il devait agir avec justice, même si le monde était injuste, garder son calme, même si tout s'écroulait, et ne pas céder au plaisir facile qui affaiblissait son caractère.